Merci Alexandre d'être avec nous aujourd'hui. J'ai envie de commencer comme avec Michel-Édouard tout à l'heure. On n'a pas souvent l'habitude d'entendre les patrons d'enseignes, les patrons des distributeurs, les dirigeants, de parler sur ces sujets techniques. Développement durable aussi, quand il y a des communications institutionnelles, mais parler des équipements de magasins, parler de la sécurité, parler des économies d'énergie. Comment vous regardez ces aspects-là? Comment vous les travaillez avec vos équipes? Et quel regard vous avez finalement sur tout ce que fait Périfem? Très bien, merci de m'accueillir. Alors, je préviens tout de suite, Yves Rocher, c'est pas de la grande distribution, donc on ne va pas être sur les mêmes enjeux, sur les mêmes montants. Les parkings ne sont pas aussi grands que ceux de tout à l'heure. Pas de parking, il n'y a pas de toit, on n'est pas propriétaire partout, mais finalement j'ai entendu que chez Périfem, il y avait beaucoup de nouvelles enseignes qui rejoignaient. Et je pense que l'avenir, c'est que tout le commerce, y compris les petites enseignes, voire les indépendants, se mettent dans ce mouvement-là. Donc si à ce titre je peux aider, je suis ravi d'être là. Concernant la question, je ne sais pas de quel patron on parle. Si on parle d'un patron d'enseigne, il a normalement quelque chose qui regarde régulièrement ses résultats. Ça commence par la ligne du haut, le chiffre d'affaires, est-ce que le commerce va bien? Et puis la ligne du bas, et entre-temps, il y a des lignes intermédiaires qui sont des lignes de coût. L'énergie, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais pas que, c'est une grosse ligne de coût, et l'inflation qui est revenue ces derniers mois a fait pas simplement sur l'énergie que toutes les lignes de coût ont explosé. Donc je suppose que c'est quelque chose d'important au quotidien. Nous concernant chez Yves Rocher, peut-être ce qui a été intéressant dans cette crise, et on y reviendra certainement, c'est de voir combien des choix qu'on avait anticipés depuis des années, parce que justement, ces questions-là étaient regardées depuis des années, font que finalement le taux d'effort qu'on a eu à faire ces derniers mois n'était pas si important que ça. Peut-être, et les mots ont été donnés, des rappels à des bonnes pratiques, mais le gros des investissements, le gros des façons de penser en magasin avait déjà été pris. Voilà, donc c'est presque un BAU. Si vous ne l'appliquez pas au quotidien, alors oui, ces pics qui viennent, qui repartent, qui reviennent, sont compliqués à gérer au niveau de l'entreprise. Mais quelles ont été ces décisions qui ont été prises il y a quelques années? Il y a quelques années, j'allais dire, il y a déjà des décisions qui sont liées à la raison d'être d'Yves Rocher. Monsieur Yves Rocher, quand il crée la marque, a plusieurs objectifs, bien entendu, autour du produit, la cosmétique naturelle, mais pas seulement. Il veut une marque responsable et il s'engage très très tôt sur la démarche écologique, on va dire RSE aujourd'hui. Et je dis aussi RSE parce qu'il a aussi une démarche de fabriquer en France, de défendre un ancrage breton. Et ça, quand c'est dans les gènes d'une entreprise depuis 60 ans, ça ne se perd pas au gré des différents aléas économiques. Concernant ce qui avait pu être fait, c'est se dire très tôt, est-ce que nos magasins qui consomment doivent véritablement être comme tous les autres? Je donne des exemples. Nous n'avions pas de portes ouvertes. On n'a pas de portes coulissantes. 4 magasins, je crois, dont un qui était imposé. Je ne parle pas des centres commerciaux à l'extérieur. Donc quand il s'agit de fermer les portes des magasins, ce n'était pas un problème chez nous, puisque c'était quelque chose qui existait déjà. Le LED, on finira cette année sur notre parc en Europe d'installer tous les magasins en LED. Bon, on sait qu'aujourd'hui, une boutique en LED, c'est beaucoup moins de consommation qu'une boutique en traditionnel. Alors vous allez me dire, c'est naturel, mais pas tant de distributeurs l'ont fait et surtout ne l'ont pas fait si tôt. Ce qui fait que le taux d'effort, le taux d'investissement, quand il n'est pas anticipé, il peut être très réactif et très difficile à vivre parce que c'est des arbitrages. Sur d'autres aspects, l'Institut, vous savez que c'est une boutique Yves Rocher, c'est aussi un institut de beauté. On a pensé très tôt à faire un institut plus naturel, pas utiliser de technologie électrique ou peu. Penser à du recyclé, du recyclable, ne pas utiliser des serviettes qui coûtent puisqu'il faut les laver, etc., etc. Et puis des bonnes pratiques. Et pour insuffler des bonnes pratiques à des patronnes de boutique, on est aussi avec un réseau d'indépendants, c'est leur dire très tôt ce qu'est la marque. Quand on dit qu'elle est bonne pour la planète et pour l'environnement, c'est pas simplement avec des accroches marketing, mais avec des gestes au quotidien. Ce qui a d'ailleurs été rappelé par le gouvernement. Il n'a jamais cessé de dire mettez des cols roulés ou je sais quel autre
non, j'allais dire bêtise. On ne dira rien. Mais dans notre cas, c'était de leur dire depuis longtemps, écoutez, on va mettre des minuteurs, ça sert à rien de brûler le jour, comme on dit. S'il y a des lessives à faire, s'il y a des machines à utiliser, utilisez la nuit. Les consommations ne sont pas les mêmes. Bref, des choses qui existaient déjà, mais qu'on avait insufflé comme une règle de gestion. C'est vrai que ça aide en plus d'être géré par une famille bretonne. C'est pas des gens qui dépensent beaucoup. Bon, on dit ça dans beaucoup de régions, je vous rassure, il n'y a pas que les Bretons. Ah, je vous assure que les Bretons de l'Arvor descendent. Sinon, je vous présenterai Thierry. Je m'en fous, je suis normande. Juste, on parle beaucoup de régions aujourd'hui. Hein. Sur l'éclairage la nuit, par exemple, vous en êtes. Alors l'éclairage la nuit, pareil, ça n'a pas été un problème chez nous parce qu'on n'éclairait pas la nuit depuis longtemps. Voilà, alors avec une petite exception, c'est les Champs-Élysées, mais bon, je vais être clair, hein, vu le prix du loyer et vu ce qu'est les Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'une avenue qui doit briller jour et nuit, on avait cette exception que décemment on n'a pas continué cette année, mais sur l'ensemble de notre site, les 700 magasins, nous n'éclairions pas la nuit. Alors ça passe par des gestes tout bêtes, mais vous voyez, on avait développé des nouveaux meubles maquillage rétroéclairés, et il avait été tout simplement oublié de mettre un interrupteur. Donc, dans le premier axe de développement, la gondole de maquillage restait allumée toute la nuit. Donc, il avait eu rétrofiter ces premiers meubles, et puis on a pensé à mettre des interrupteurs partout. Puis sur les Champs-Élysées, c'est l'éclairage par poubelle aujourd'hui, de toute façon. Oui, de toute façon. C'est pas moi. C'est moi, pardon. Vous avez également fortement travaillé, lorsqu'on parle environnement et écologie, sur les emballages. Expliquez-nous un peu quelle est la stratégie. Alors pareil, un gros travail qui est fait chez nous, c'est l'innovation au niveau du produit. Avec toujours un maître mot chez Yves Rocher, finalement, nous, le vrai défi de notre innovation, c'est la démocratisation, c'est-à-dire la montée à l'échelle. On n'est peut-être pas les plus innovants, mais on se dit que quand une nouvelle technologie que d'autres peut-être inventent, ou d'autres gestes sont faits, comment monter à l'échelle? Alors pour revenir sur les emballages, deux choses. Un premier défi qui est peut-être notre priorité absolue, le plastique. On est des gros utilisateurs de plastique pour nos produits, pas seulement, mais beaucoup. Donc la première décision qui a été prise il y a quelques années maintenant, c'est d'utiliser des plastiques recyclés, recyclables. Mais ça ne suffit pas. Fondamentalement, demain, ce qu'on nous demandera, c'est moins de plastique. Donc là, il y a des tas d'innovations qui sont faites pour développer le solide, par exemple. On s'y est mis relativement tard, mais on a réussi à trouver des technologies de fabrication qui nous ont permis de tirer les coûts et de devenir, par exemple, sur les shampoings solides, donc sans plastique et sans emballage plastique, leader en 6 mois. Donc la montée à l'échelle, c'est faite là-dessus. Et puis sur l'emballage en général, on a eu une réflexion toute bête. Qu'est-ce qui est superflu dans l'emballage? Alors dans l'industrie cosmétique, parfois pour simplement du marketing, une question de premiumisation. Par exemple, les produits de soins sont très souvent entourés d'un cellophane. Mis à part l'innocuité du produit qui peut être géré autrement, c'était simplement une posture. Bon, ça fait des années qu'on a retiré ça. Et puis, tout bêtement, sur un emballage carton, on s'est aperçu que il doit y avoir 6 faces. Il y en a 2 de trop. Il y en a 2 qui servent à rien. Le produit peut tenir avec 4 faces. Donc, on a retiré 2 côtés, ce qui fait que le produit voit. On a mis tout le légal, parce que c'est parfois un peu complexe sur 4 faces de mettre tout ce qu'on nous impose de mettre. Parfois, on en oublie de mettre notre marque et notre nom. Mais une fois qu'on a géré tout ça, on a pris ce genre de petites décisions. Je reviens là-dedans, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, et c'est toujours prendre, et là-dessus, on a des chercheurs et des gens très créatifs à qui on demande « faites-moi », et ils trouvent. Mais je le répète, le maître mot, ça doit être un état d'esprit, une façon de penser. Alors derrière la marque Yves Rocher, je pense qu'il y a une exigence, parce que les consommateurs ont une image Yves Rocher, ont une attente Yves Rocher. Donc j'imagine que vous n'avez pas le droit à l'erreur sur ces sujets-là, parce qu'on vous attend. Quel est votre regard vis-à-vis des attentes des consommateurs, mais également comment vous impliquez les salariés, donc vous avez dit tout à l'heure les 700 et quelques magasins, boutiques? Ah oui, vous avez raison. Le vrai enjeu d'ailleurs de tout ce qui se passe en ce moment, au-delà de l'enjeu économique, c'est l'enjeu client, parce qu'on s'est aperçu... Et l'avantage d'avoir des petites boutiques, c'est qu'on est très vite
au contact des clients qui nous disent les choses. On a vu très très rapidement nos clientes, dès que dans les médias sont apparus ce discours sur les économies d'énergie, des questions. Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez bien éteint les lumières la nuit ? Mais véritablement, c'est comme ça que ça se passe. On est dans un commerce de proximité, de femmes qui connaissent bien les gérantes de nos magasins et qui leur posent ce genre de questions. Donc vous avez raison, il y avait un vrai enjeu de crédibilité de la marque, surtout qu'on est taiseux, mais enfin, il y a quelques petites prises de parole qu'on a prises, en particulier sur l'entreprise à mission. Donc on est beaucoup regardé et beaucoup jugé. Donc il faut être exemplaire. La meilleure façon d'être exemplaire, c'est de pouvoir prouver ce qu'on dit. Donc, aux questions qui étaient posées tout bêtement, on avait des petites postures qu'on aidait nos partenaires à tenir, du type, écoutez, si elles vous posent la question, est-ce qu'on éteint les lumières la nuit ? Dites-leur de repasser à minuit, elles verront qu'on le fait. Voilà. C'est ce genre de petite accroche qui toujours prouver ce qu'on dit. Pour le reste, comment on implique les partenaires ? Mais ça, c'est l'avantage des réseaux d'indépendants, c'est que vous n'avez pas le choix. Donc ailleurs, il y a un côté top-down qui est parfois agréable. Je dois avouer que j'adore mes gérantes et mes franchisés, mais il m'arrive de me dire que ce serait plus simple parfois. Mais globalement, c'est un vrai avantage d'avoir des indépendants parce qu'ils vous posent la question. On a donc toute une série de comités sur différents sujets. Et par exemple, sur le produit, on les fait très en amont réagir sur des innovations. Alors, on vient de finir une convention. Les labos étaient présents et ils ont présenté toutes les innovations sur lesquelles on croit à nos partenaires en leur demandant de voter sur quelles innovations, selon elles, avaient un avenir, à quel prix, parce qu'elles sont très attachées à l'accessibilité. Et ça aide les labos. Donc voilà, c'est vraiment là encore un mindset facilité par notre réseau d'indépendants. Alors ma dernière question, qui était une question non prévue, mais finalement en face de vous, et vous l'avez dit, c'est pas habituel. On a plutôt l'habitude de voir un Périfem, effectivement, Leclerc, Leroy Merlin, Auchan. En face de vous, vous avez des industriels, des fournisseurs, des fabricants sur plusieurs secteurs, les économies d'énergie, la sécurité, l'équipement des magasins, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et qu'est-ce que vous attendez en premier ? Alors, c'était une question qui n'était pas prévue. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce qui est intéressant dans le groupe Rocher, même si ce n'est pas moi qui gère cette partie-là, c'est que c'est un groupe intégré. Donc, les problèmes des industriels, on les connaît bien parce qu'on a des usines, dont on a parlé ces derniers mois d'ailleurs. Donc, c'est un groupe qui est récoltant, botaniste, on est des agriculteurs, on a des usines et on distribue. Donc, on comprend bien leurs problématiques. Je pense qu'il faut, pour certains, c'est important, c'est comme nous, c'est des commerçants, mais qu'ils n'oublient jamais qu'il y a des arbitrages à faire, des investissements à faire, et qu'il faut, quand on pense à ça, à la fois nous aider à penser. On disait tout à l'heure, par exemple, sur l'emballage, que la promesse soit accompagnée d'innovation. Trop souvent, on s'est aperçu que c'était nous qui proposions les choses. Bon, c'est surprenant. Alors, je ne mets pas tous les industriels dans la même boucle, mais qui viennent avec des solutions innovantes, et puis après qui se mettent à notre place. C'est des gros investissements, donc mieux et moins cher. Réponse assez classique venant d'un distributeur, je dois dire. J'étais chez LVMH, dans lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Je pourrais vous dire que le mieux et plus cher est aussi bien. On a le temps sur une ou deux questions. Avez-vous des questions ? Il faut en profiter. J'ai été clair. Oui, je vois une question au milieu à gauche, là-bas. Logiquement, il faut appuyer et vous présenter. Merci. Bonjour. Éléonore Blondeau de Eternity System. Vous avez beaucoup parlé de la question de l'emballage. Entre vrac et réemploi, recharge sur site, recharge en extérieur, lavage sur site, lavage en extérieur. Comment se positionne Yves Rocher ? Et en plus, dans un enjeu d'efficience énergétique, on en a parlé parce que pour les enseignes, il y en a qui aussi travaillent évidemment sur ces sujets et qui, pour certains, envisagent de laver sur site dans les magasins, ce qui de fait va entraîner une consommation énergétique supplémentaire sur ces sites alors qu'il existe des solutions de lavage décentralisées. Donc voilà, comment le positionnement de Yves Rocher ? Alors, je vais répondre. Je n'ai pas la maîtrise de tous les sujets que vous évoquez. En tout cas, on a testé beaucoup de choses. L'action sur laquelle on va aller, c'est la recharge.
On aurait aimé la consigne, mais c'est compliqué. On n'a pas encore trouvé la solution. Il y a finalement peu de verre, il y a du plastique. C'est très impliquant pour les consommateurs. La recharge sur place, les machines à recharge, on a testé. Ça ne marche pas chez nous. La montée à l'échelle n'est pas possible. Parce que les consos n'ont pas réagi. Pas de démagogie là-dessus. Je pourrais vous dire et mettre dans les LSA nos 5 tests en disant regardez comme on est vertueux. Mais monter à 700 avec ça, ça ne marche pas. Tout simplement parce que les consommateurs ont dit remplir du gel douche dans un truc qui met 200 minutes pour gagner 10 centimes, ça ne m'intéresse pas. Plus des questions techniques très compliquées. Donc la recharge est véritablement l'axe où on va aller. Et l'autre chose, c'est, je vous le disais, diminuer de plus en plus la part du plastique. Sur le vrac, ce n'est pas vraiment une question chez nous, on ne fait pas d'alimentaire. Donc, en revanche, et on sera prêt en février, vous voyez, avec beaucoup de transparence, on doit être parmi, dans les enseignes de distribution, les derniers à aller sur une recharge. En particulier sur tout ce qui est hygiène, shampoing, gel douche, tout ça. En revanche, on va y aller dans tous nos magasins. Parce que là encore, le faire dans peu de magasins, c'est avoir une posture vertueuse, mais très marketing, très com. Ce qui n'est pas notre envie. Nous, notre envie, c'est de se dire comment on démocratise ces gestes-là. Et donc, pour arriver à démocratiser la recharge, la rendre accessible, je ne vais pas faire de comparaison, mais moi, je ne peux pas vendre une recharge de gel douche 25 €. Ce n'est pas dans l'état d'esprit. Donc, elle doit être économiquement plus intéressante pour mes clients, donc moins chère, et en même temps vertueuse pour la planète. Donc, c'est des vrais défis industriels, des vrais défis d'investissement, de coûts. On est assez fiers de ce qu'on va faire. On aura une recharge la plus légère du marché, en plastique, mais dans un plastique recyclé, recyclable, et qui pourra même être réutilisé, donc presque pas une recharge, quoi. Voilà.